Bonjour à tous, je vais parler du retard du diagnostic du syndrome des loges après anesthésie loco-régionale en chirurgie orthopédique. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un stage qui est encadré par le docteur Yanis Bornemann. Donc, le syndrome des loges. Ça marche pas. Le syndrome des loges, donc c'est le syndrome compartimental qui regroupe plusieurs tableaux dont le point commun est l'augmentation de la pression à l'intérieur d'un compartiment qui est fermé et non extensible, ce qui va entraîner une diminution de la viabilité des tissus. L'augmentation de la pression intramusculaire est au cœur de la physiopathologie du syndrome des loges. Il y a donc deux mécanismes d'élévation de cette pression, soit une diminution du contenant, c'est-à-dire de la loge musculaire, soit par des bandages, des plâtres ou lors de compressions prolongées, ou alors l'augmentation du contenu qui correspond à l'œdème lié à l'ischémie ou alors à l'hématome. Ici, nous parlerons seulement du syndrome des loges aigu. Donc, l'incidence du syndrome des loges est sexe-dépendant. Elle est à peu près de 7 pour 100 000 chez les hommes versus moins de 1 pour 100 000 chez les femmes. Donc, il y a cette étude ici qui a essayé de regrouper la plupart des facteurs de risque. Ils ont cherché les facteurs associés au syndrome des loges aigu qui avaient été présents chez 164 patients. Et ils ont retrouvé que c'était surtout des hommes jeunes, de moins de 35 ans. C'était surtout lors de fractures, essentiellement des fractures comminutives avec lésion des tissus mous, donc essentiellement aussi des traumatismes à haute cinétique. En termes de localisation, par ordre de fréquence, ça concernait en premier lieu la diaphyse tibiale, puis les os de l'avant-bras et surtout le radius distal, puis ensuite le bras, la cuisse, la fesse et enfin le deltoïde. Et ça concerne essentiellement la loge des fléchisseurs pour l'avant-bras et la loge des extenseurs pour la jambe, de manière assez logique puisque c'est là où sont contenus les os. Pour les syndromes des loges sans fracture, qui concernent à peu près 30% des cas, c'est les cas d'ischémie-reperfusion, donc par exemple quand on a un garrot, les cas de brûlure ou de compression prolongée au cours des blocs opératoires dans les bottes ou les étriers. Également comme facteur de risque très important, les troubles de la coagulation et les patients sous traitement anticoagulant qui concernaient quasiment un patient sur 10. Concernant la physiopathologie, on parle de cercle vicieux parce que donc, chaque phénomène s'auto-entretient. Au niveau microvasculaire, rapidement, il y a une vasodilatation au niveau du système artérionaire, un collapsing des vénules, avec augmentation de la perméabilité capillaire et une extravasation du sang qui va augmenter la pression interstitielle qui physiologiquement est inférieure à 10 mm de mercure. Cette augmentation va entraîner une diminution de la perfusion tissulaire avec hypoxie comme conséquence. Donc l'hypoxie, le stress oxydant, l'hypoglycémie locale, tout ça va contribuer à la formation d'œdème. La balance osmotique locale elle est donc perturbée, il y a une fermeture des canaux potassium-sodium et donc un influx d'ion-chlore. Et tout ça, ça va entraîner l'inflation de la cellule et la nécrose de cette dernière. L'étape suivante, c'est le syndrome de reperfusion, où là, il y a une libération des radicaux libres, de l'oxygène, un influx de calcium. Encore une fois, l'homéostasie cellulaire est perturbée. Et tous ces phénomènes vont entraîner l'hyperkaliémie et l'acidose, et donc les défaillances systémiques. Ce qui est important à noter, c'est qu'il n'y a en effet pas de modification de la pression sur les gros troncs artériels, donc il y a bien une persistance des pouls périphériques. Et on le verra après, mais les propositions de monitorage par oxymétrie de pouls, au final, sont peu pertinentes. Pour le diagnostic du syndrome des loges, le diagnostic clinique, c'est les fameux 4 P, la douleur à l'extension passive, la paresthésie et la parésie. L'absence de pouls et la pâleur, ce sont des signes qui sont trop tardifs. Il y a plusieurs études concernant l'interprétabilité des signes qui ont été menées et qui ont montré que la sensibilité au final des signes cliniques pour le diagnostic de syndrome des loges était plutôt faible, entre 13 et 19%, avec une valeur prédictive positive aux alentours de 11 à 15%. En revanche, la spécificité, elle, est élevée, à 97%, avec une valeur prédictive négative de 88%. Donc, ce qui suggère qu'au final, les signes cliniques sont plus intéressants de par leur absence pour exclure le diagnostic, plutôt que de par leur présence pour faire le diagnostic. Et on voit ici que la présence d'un seul signe clinique, au final, c'est peu représentatif et c'est plutôt la multiplication de ces signes qui augmente de manière conséquente l'odds du syndrome de loge.
Pour le diagnostic paraclinique, donc c'est la pression compartimentale ou pression intramusculaire, la norme étant inférieure à 10 mm de mercure, comme je disais précédemment, au repos, et elle devient pathologique au-delà de 30 mm de mercure. Il y a cette étude ici qui suggère de plutôt considérer la pression de perfusion musculaire, c'est-à-dire la différentielle entre la diastolique et la pression intramusculaire, et eux ils ont choisi comme seuil inférieur à 30 mm de mercure pour aller à la fasciotomie. Il y a d'autres techniques qui sont en cours de développement et d'exploration pour le monitorage, à savoir par exemple le NIRS, comme on peut l'utiliser par exemple chez les patients sous ECMO, qui permettent d'avoir une appréciation de l'oxygénation tissulaire via le niveau de l'oxyhémoglobine musculaire. C'est une technique qui est prometteuse, mais le problème c'est qu'ils n'atteignent pas les plans profonds, les plans musculaires profonds, par exemple au niveau du poignet. Il y a également les techniques d'échographie Doppler, Doppler pulsé, et l'IRM, mais l'IRM c'est un peu trop long puisqu'on veut agir rapidement. Il y a aussi le niveau de créatine kinase qui peut être utilisé, qui est intéressant si la présentation clinique n'est pas évidente et si on n'a pas accès aux autres méthodes. Concernant le traitement, donc c'est la fasciotomie en urgence dans les 6 heures, puisque comme on peut le voir, l'ischémie musculaire au-delà de 8 heures, les lésions sont réversibles, et donc le seuil critique, c'est 6 heures. Plus on attend, plus ça entraîne de complications, notamment des complications au niveau systémique, à savoir la rhabdomyolyse, l'insuffisance rénale aiguë, des arythmies cardiaques. Il peut aussi avoir donc, des conséquences locales à long terme, comme le syndrome de Volkmann qui est dû à la rétraction musculaire due au séquelles ischémiques, et donc la perte fonctionnelle du membre, et on peut avoir parfois même le décès. Mais il faut bien peser le pour et le contre, parce que comme vous pouvez le voir ici, la fasciotomie, c'est pas sans séquelles. Il y a des séquelles esthétiques, ça peut s'infecter et ça peut aussi générer plein de problèmes. Donc l'avantage pour nous de l'anesthésie loco-régionale, c'est d'éviter avant tout les effets indésirables des opioïdes, donc les troubles digestifs, la rétention urinaire, mais surtout la dépression respiratoire et les troubles de la vigilance, surtout que quand on parle de patients polytraumatisés, c'est intéressant de pouvoir les évaluer sur le plan neurologique. Et également, l'anesthésie loco-régionale améliore le post-opératoire immédiat. Il y a notamment cette étude qui est une revue systématique de 2019 qui a présenté 23 études avec plus de 1200 patients qui avaient eu une arthropathie du genou. Et en effet, la durée d'hospitalisation est significativement plus courte chez les patients qui avaient de l'ALR, avec une meilleure récupération fonctionnelle la première semaine. Il n'y a pas de différence à long terme, mais en tout cas à court terme, il y en a. Donc c'est pour ça que nous, nos recommandations, les recommandations de l'ASFAR en 2008, il est recommandé chaque fois que possible de proposer une technique d'analgésie utilisant les anesthésiques locaux. Il faut préférer les blocs périphériques plutôt que les blocs centraux, puisque ça associe un meilleur rapport bénéfice-risque. Mais l'ALR reste controversée avec 2 idées principales. La première, c'est que certains pensent que l'ALR, de par la vasodilatation, va augmenter le volume musculaire et entraîner le syndrome des loges. Au final, nous, on sait que l'augmentation physiologique du volume musculaire à l'effort, elle est à peu près de 20%, donc c'est peu pertinent. Mais surtout, ce qui revient de manière très fréquente, et surtout nous, dans notre pratique, c'est ça va masquer la douleur, ça va retarder la prise en charge. Donc, que font les autres ? J'ai 2 études, 2 revues, 2 études de survie, qui ont été réalisées en Angleterre par des chirurgiens orthopédiques. La première, donc celle-ci, était en 2004. Elle concerne le choix d'analgésie en post-opératoire de chirurgie des extrémités. Donc c'est ce questionnaire qui a été envoyé à des chirurgiens et des anesthésistes qui comportait 7 scénarios. Et ces 7 scénarios ont été tirés de cas de la littérature chez qui il y avait un retard diagnostique de syndrome des loges qui avait été masqué par l'anesthésie loco-régionale. Et donc les anesthésistes et chirurgiens, il leur a été demandé un choix d'analgésie. Ils n'étaient absolument pas au courant que ça concernait le syndrome des loges. Les scénarios les plus pertinents, c'était les scénarios G et E. Donc, scénario G, c'est un homme de 53 ans qui avait une fracture ouverte du tibia. Et le scénario E, c'était un jeune homme de 16 ans qui avait eu un écrasement de la main avec fracture du quart. Et au final, ce qu'on peut voir, c'est que les chirurgiens orthopédistes, de manière générale, ils choisissent plutôt les opioïdes IM, alors que les anesthésistes, eux, préfèrent l'ALR, plutôt l'anesthésie péridurale pour le tibia et l'ALR périphérique pour la main. Il y a une question supplémentaire qui avait été demandée aux chirurgiens orthopédistes, c'était est-ce que dans votre pratique, vous avez vu des cas de syndrome des loges retardé à cause de l'ALR? Et il y a quasiment un tiers des chirurgiens qui répondaient que oui. Et il y a cette 2e étude de survie qui est également en Angleterre,
Celle-ci est en 2012, hein, c'est dans la même revue. Et elle concernait cette fois-ci la prise en charge, la conduite à tenir lors de fractures du fémur, avec pose de traction externe ou d'attelle, et quelles étaient leurs pratiques de bloc fémoral. C'était une enquête téléphonique. Ils ont contacté 170 praticiens de service, donc soit des orthopédistes, soit des anesthésistes, et ils leur avaient posé les 5 questions suivantes. Et donc, moi je vous parle des 3 questions pour moi les plus pertinentes. Ils avaient demandé déjà est-ce qu'il y avait un protocole de service concernant la réalisation des blocs fémoraux. On voit que que ce soit chez les anesthésistes ou chez les orthopédistes, il n'y a globalement pas de protocole dans les services. Ensuite, il leur avait demandé est-ce que vous réalisez en routine le bloc fémoral après pose de traction externe, et on voit que les anesthésistes, de manière pratiquaient plus souvent l'anesthésie leucorégionale que les orthopédistes. Et enfin, il leur avait demandé sinon pourquoi vous ne le faites pas. Et au final, c'est pas tellement parce qu'ils avaient peur du syndrome compartimental, mais plutôt parce que c'était un souci de compétences techniques ou parce que juste ils préféraient d'autres techniques analgésiques. Donc le problème là, c'est qu'on n'a pas vraiment de protocole et que les chirurgiens et anesthésistes ne sont pas d'accord. En France, concernant les pratiques en France, dans cette thèse française qui a été réalisée en 2008, les anesthésistes, lorsqu'ils craignaient la survenue d'un syndrome des loges, contre-indiquaient l'ALR dans 88% des cas et 25% des cas de manière absolue. Donc il y a 12% des anesthésistes au final qui pratiquent l'ALR, ce qui est assez étonnant puisque on est le seul pays où on a plutôt des recommandations en faveur. En effet, dans les recommandations de l'ASFAR, celle de 2023, ils disent que le risque du syndrome... 2003. 2003, pardon. Le risque de survenue de syndrome des loges n'est pas une contre-indication à la réalisation d'un bloc, sous réserve d'une surveillance adaptée, parce que la douleur n'est pas le seul critère diagnostique. Et dans les recommandations plus récentes de 2018, qui concernent cette fois-ci la prise en charge de la douleur post-opératoire, ce n'est pas non plus une contre-indication à la réalisation d'un bloc, encore une fois sous réserve d'une surveillance adaptée, car la douleur n'est pas le seul critère diagnostique. Et là, en revanche, ils disent qu'il n'est pas recommandé de mettre un cathéter en cas d'immobilisation plâtrée post-opératoire. Et globalement, dans le monde, de manière assez synthétique, d'un point de vue anesthésique, en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, il n'y a pas vraiment de consensus. En Angleterre, ils sont plutôt pro-ALR, surtout ils proposent souvent les cathéters périnerveux et ils suggèrent des faibles concentrations d'anesthésiques locaux. En France, comme on l'a vu, on était plutôt en faveur, alors que dans les sociétés savantes chirurgicales, en Europe et en Asie, il n'y a pas de consensus. Et en Amérique, pour eux, la balance bénéfice-risque, elle est carrément en défaveur. Et pour eux, l'anesthésie leucorégionale retarde le diagnostic du syndrome des loges. Donc, qu'en est-il de la littérature ? Je vais d'abord vous parler de cette première revue de la littérature. C'est la plus grosse revue qui a été publiée en 2016. Excusez-moi. Qui a été publiée en 2016 aux États-Unis, qui regroupe 34 études qui ont été publiées entre 1980 et 2014. Donc rapidement, les critères d'inclusion, ça concernait des patients de plus de 13 ans qui avaient présenté un syndrome des loges des extrémités et qui avaient qui avaient eu une technique d'anesthésie leucorégionale, ou alors des cas de PCA de morphine après chirurgie orthopédique. Ce qu'on peut voir, donc, c'est que c'est essentiellement des études de cas, et fait marquant, c'est que il y a quand même une grosse proportion d'études qui concluent que l'ALR ou la PCA de morphine masque des symptômes de syndrome des loges. Donc si on regarde un peu plus spécifiquement les études de cas, concernant les études de cas qui étaient en défaveur de l'ALR, il y a donc quasiment 56% des auteurs, soit 19 cas, qui concluent que l'ALR masque les symptômes. Mais au final, quand on regarde, 11 cas sur 19 ont présenté une douleur, voire une douleur aiguë, une douleur sévère, et dans les 8 cas qui n'avaient pas présenté de douleur, ils avaient présenté d'autres symptômes typiques du syndrome des loges. Donc, on peut le voir ici, impotence fonctionnelle, œdème ou douleur à l'extension passive. Donc comment on peut expliquer ça ? Est-ce qu'il y a eu un manque de suivi ? Au final, l'argument sur lequel il se base, qui est que l'ALR masque les symptômes, il semble plutôt faux. Et quand on décortique un peu plus les cas de diagnostic retardé, il semble quand même y avoir des explications un peu logiques. Déjà, il y a plusieurs études qui datent d'avant 2000
qui parle d'une technique qu'on n'utilise plus maintenant, qui est l'anesthésie régionale intraveineuse, méthode de tourniquet. Ils mettaient un garrot et ils injectaient en intraveineux en fait, de la lidocaïne et ils faisaient une injection iatrogénique de sérum salé hypertonique pour diluer la lidocaïne. Le problème, c'est qu'au moment où ils relâchaient le garrot, il y avait une augmentation du fluide extracellulaire, ce qui pourrait expliquer que c'était à l'origine de syndrome d'éloge plus fréquent. Également, il y a plusieurs cas de diagnostic retardé où il y a clairement un manque de suivi, notamment ce patient, un patient de 75 ans qui a eu un bloc axillaire, au final, qu'ils ont laissé sortir avant la levée du bloc. Ça concerne également les patients qui avaient les concentrations les plus élevées de bupivacaïne ou encore de bupivacaïne 0,5. Et enfin, on remarque que ça concerne essentiellement des patients qui avaient des péridurales ou alors des PCA de morphine, ce qu'ils expliquent en disant que voilà, la douleur ischémique, il y a une part nociceptive et une part neuropathique, mais il y a quand même aussi une participation du système nerveux sympathique. Et donc, au final, est-ce que la LR périphérique, c'est pas mieux dans ce contexte? De manière contrastée, à l'inverse, parmi les études de cas qui concluent qu'il n'y a pas de retard diagnostique après ALR, il y a même certaines études qui disent que ça aide le diagnostic. Pour eux, donc la douleur ischémique n'est pas complètement bloquée par l'ALR, et que ça veut dire que s'il y a une douleur malgré anesthésie loco-régionale, c'est qu'il y a forcément un processus pathologique sous-jacent. Il y a cette étude ici qui illustre assez bien, c'est une patiente de 58 ans qui a eu une révision de sa prothèse totale d'épaule. Elle a eu un cathéter susclaviculaire posé en post-opératoire immédiat et dans les heures post-opératoires, elle était parfaitement soulagée par son cathéter. En revanche, quelques heures plus tard, elle a présenté une douleur aiguë, donc ils ont fait des explorations et en effet, elle avait une plaie de l'artère et donc une ischémie en cours de constitution. Au final, elle a quand même présenté la douleur malgré le cathéter. Et on a ici aussi un exemple qui est assez flagrant, c'est que c'est une patiente qui avait ici pour le coup une nécrose digitale, donc une douleur ischémique, ils lui ont fait un bloc paravertébral. Elle a bupivacaïne 0,2% et malgré tout, elle avait quand même une douleur sévère. Concernant maintenant les études de recherche et de survie, donc, qui sont beaucoup moins nombreuses, encore une fois, il y a une grosse proportion qui conclut que la LR masque les symptômes du syndrome d'éloge. Donc, dans ces études de survie, il y a les deux dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le questionnaire et les appels téléphoniques, donc une qui était plutôt en faveur et l'autre en défaveur de la LR. Il y a également cette étude qui est donc, une étude de survie aussi. C'est un questionnaire qui avait été envoyé par la poste donc, à des anesthésistes avec donc, un retour sur leur expérience. 80% des anesthésistes disaient pratiquer l'ALR 6 fractures du membre inférieur. 45% le pratiquaient sans monitorage, alors qu'on voit qu'il y a quand même presque 20% des anesthésistes qui disaient avoir vu un syndrome d'éloge qui était masqué par l'anesthésie loco-régionale. Donc ça implique que ce problème existe quand même en pratique clinique. Donc au final, ces études de recherche, on ne peut pas en tirer grand-chose de très concluant, mais si on regarde donc cette revue de la littérature de manière un petit peu plus globale, au final, il y a quand même la majeure partie des articles qui datent d'avant 2009, donc ça ne reflète pas vraiment les pratiques actuelles. Et quand on regarde plus précisément les études d'après 2009, là les rapports changent. Au final, c'est plutôt en faveur de l'ALR, puisque 75% disent ne pas masquer les symptômes du syndrome d'éloge. Comment on peut expliquer ça? Évidemment, les avancées technologiques, avec l'éco-guidage, on est plus confiant en nos techniques maintenant, avec moins d'échecs, ce qui permet de non seulement diminuer le volume injecté, mais aussi utiliser des anesthésiques locaux à plus faible concentration. On a également une amélioration dans le monitoring avec la pression intramusculaire et donc les autres techniques dont je vous parlais. Les anesthésistes sont également plus impliqués dans les suites post-opératoires peut-être que dans les pratiques anciennes. Et enfin, le développement des cathéters périnerveux qui permet d'utiliser des anesthésiques locaux à plus faible concentration. Ce qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que la plupart des études qui étaient en défaveur de l'ALR étaient publiées dans des journaux de chirurgie, alors que ceux qui étaient en faveur de l'ALR étaient publiés dans des journaux d'anesthésie. Et enfin, donc je ne me suis pas trop attardée là-dessus parce que là on parle d'ALR, mais il y a aussi beaucoup de cas dans cette étude où le diagnostic est retardé après PCA de morphine. En effet, pourquoi l'ALR plus que la morphine masquerait le syndrome d'éloge, puisque la PCA de morphine diminue aussi la douleur. Le problème c'est que voilà, on ne peut pas ne pas traiter nos patients contre la douleur. Il y a cette autre revue de la littérature qui est plus récente, qui date de 2020,
qui a été réalisée aux États-Unis avec 6 études qui sont plus récentes. Dans cette revue, il y avait 2 études sur 6 qui concluaient que le syndrome des loges était masqué à cause de l'ALR. Encore une fois, ça s'explique par soit des erreurs, soit un choix inadapté. Donc ce cas-là, je vous en ai parlé précédemment, c'est le patient qui avait eu le bloc axillaire et qui était en ambulatoire, qui était rentré chez lui avant la levée du bloc. Et ce patient-là, c'est un jeune patient de 26 ans qui avait eu un tribloc donc fémoral, obturateur et cutané latéral de cuisse à la bupivacaïne suite à une fracture tibiale ouverte. Donc, ce que suggèrent les auteurs, c'est qu'ici, la concentration était probablement trop élevée et il faudrait être plus prudent dans ce type de fracture qui est franchement à risque. En réponse à l'article précédent qui était plutôt donc, en faveur de l'anesthésie loco-régionale, à partir du moment où on a des doses adaptées, il y a cet article qui suggère que donc, la douleur, qui est le premier symptôme du syndrome des loges, pourrait être confondue avec le rebond douloureux à la levée du bloc et que ça inciterait les équipes du coup à poursuivre les traitements antidouleurs plutôt que d'aller à la chirurgie ou à une autre prise en charge. Pour ça, il s'appuie sur cette étude, qui est une étude prospective contrôlée randomisée. C'était 50 patients qui avaient une ostéosynthèse de cheville. Ils avaient été randomisés en 2 groupes. Un groupe qui avait un cathéter périnerveux sciatique et un autre groupe qui avait un bloc sciatique single shot. Et le critère de jugement, c'était la douleur sur une échelle de 0 à 10 et le nombre de drogues antidouleurs prises. On peut voir ici qu'à 12 heures, en effet, les patients qui avaient un single shot avaient un rebond de douleur, alors que pour ceux qui avaient un cathéter périnerveux, c'était plus ou moins stable. Et sur les 72 premières heures, ils ont pris quand même plus de traitements antidouleurs. Donc ce que les auteurs suggèrent en fonction de ces études, c'est qu'il faut s'adapter. Si le risque de syndrome des loges est faible, on peut faire le bloc en préopératoire. En revanche, s'il est élevé, soit on pose un cathéter périnerveux et ça permet de s'amender du rebond douloureux, soit on suit le risque de syndrome des loges de manière quotidienne et une fois que ce risque est levé, donc généralement un J1 post-opératoire, à ce moment-là, on peut faire le bloc. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, il y avait peu d'études prospectives. Ça, c'est une des rares études prospectives qui a été réalisée en Inde en 2022. Ça concerne donc 15 patients qui ont eu une chirurgie du genou qui avait été réalisée donc, sous rachianesthésie au bloc opératoire. Ils avaient attendu la levée du bloc moteur et ensuite ils avaient fait un IPAC. Et leur théorie à eux, les auteurs disent que pour eux, s'il y a une douleur disproportionnée malgré anesthésie loco-régionale, c'est qu'il y a forcément un problème sous-jacent. Et dans cette étude, en effet, il y a 3 patients sur 15 qui se sont plaints d'une douleur sévère, supérieure à 6 sur l'échelle numérique. Et en effet, la telle était trop serrée, et au moment où ils ont retiré la telle, il y a eu une résolution de la douleur. Donc, ce qui montre bien que la douleur ischémique n'est pas masquée par le bloc régional. On l'a vu, la majorité des études, donc c'est des études de cas. L'incidence du syndrome des loges est telle que c'est difficile de faire des études prospectives. Et le problème des concentrations des anesthésiques, c'est quand même une question qui est soulevée de manière assez récurrente. Donc, il y a cette étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2022, c'est une étude expérimentale. C'était des volontaires 5 qui ont été randomisés en 3 groupes. Donc, un groupe qui avait un canal des adducteurs seul, un groupe qui avait canal des adducteurs et sciatique-poplité avec faible concentration, et un dernier groupe qui avait canal des adducteurs et cette fois-ci un sciatique-poplité mais avec haute concentration. Ils avaient gonflé un brassard pour imiter donc, la douleur ischémique. Et le critère de jugement principal, c'était à partir de quel seuil de pression vous avez une douleur supérieure à 6 sur 10. Et sans surprise, plus le bloc est concentré, plus le seuil de douleur est élevé, mais c'est quand même une franche différence entre les trois. Et la douleur est franchement plus élevée donc, chez les patients qui avaient eu le canal des adducteurs seul. Donc l'idée c'est de donner les doses, enfin, du moins les concentrations les plus faibles possibles, mais en tout cas ça ne masque pas la douleur. Et enfin, je termine avec donc, l'anesthésie péridurale. L'anesthésie péridurale, il y avait quasiment que cette revue de la littérature qui concernait donc, 23 études entre 1986 et 2009, 35 cas de syndrome des loges après anesthésie péridurale. Et on voit qu'en fait, 32 études sur 35, les patients présentaient les symptômes classiques du syndrome des loges, dont 18
avec douleur sévère. Concernant les cas de retard diagnostique, c'est des patients qui soit avaient un bloc moteur plus ou moins sensitif total, comme on peut le voir ici. Donc est-ce qu'il y a un surdosage, une brèche? En tout cas, ça s'explique. En tout cas, il y a un effet indésirable. Ou alors c'était des erreurs d'interprétation. Il y a un jeune homme de 16 ans qui se plaignait d'inconfort dans le membre inférieur à type de paresthésie, et ils ont attribué ça au fentanyl qui était administré dans l'anesthésie péridurale. Or, c'est pas censé être à l'origine de ce type de symptômes, donc probablement c'était des symptômes précoces du syndrome des loges et qui les ont mal interprétés. Et enfin, il y avait des patients qui n'étaient juste pas suffisamment suivis, notamment un patient qui avait eu 43 heures d'anesthésie péridurale, et 4 heures après l'arrêt de la péridurale, il se plaint d'une impotence motrice totale de la cheville, et ça suggère qu'en fait il n'avait pas eu de suivi moteur au cours de sa péridurale, et que donc, voilà, il y avait un problème de suivi. Et donc les auteurs suggèrent que la concentration optimale pour l'anesthésie péridurale, c'est la ropivacaine 0,2%, et qu'on peut sans souci ajouter du fentanyl. La conclusion, c'est qu'au final, l'anesthésie loco-régionale, si elle est bien réalisée, ne semble pas masquer les symptômes du syndrome des loges, et que toute douleur disproportionnée chez un patient qui a de l'anesthésie loco-régionale, c'est potentiellement grave et il faut mettre en œuvre les moyens diagnostiques. Ce qui est important, c'est donc de bien respecter les doses et les concentrations les plus faibles possibles, idéalement la ropivacaine 0,2%, que ce soit pour les blocs périphériques ou l'anesthésie péridurale. On l'a vu, la clinique, au final, c'est pas très fiable, il y a une faible sensibilité. Donc, important de développer le monitoring, le suivi, de former les équipes à la pression intramusculaire, surtout chez les patients qui sont à risque. Idéalement, il faut préférer les cathéters périnerveux parce qu'il n'y a pas de rebond de la douleur. Et on préfère plutôt l'anesthésie loco-régionale périphérique plutôt que la péridurale, parce que, on l'a vu tout à l'heure, la réaction sympathique est plus préservée et il y a quand même moins de risque de bloc moteur. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il est nécessaire de faire des protocoles de service en accord avec les chirurgiens et que la décision, elle est bien collégiale.